Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Santé Résilience. Je suis Muriel Pereira, hygiéniste naturopathe. Voilà, là sur cette deuxième vidéo, sur cette deuxième partie, on va continuer à parler de l'ARN messager, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc j'espère que vous avez regardé la première où j'expliquais, voilà, sans trop rentrer dans les détails, j'expliquais comment l'ARN se construit en fait par rapport à l'ADN et quelles en sont les particularités sur le plan physiologique. Alors, là, sur cette deuxième partie, je vais passer en revue 10 points importants qui, pour moi, me semblent importants. On va passer en revue 10 points, juste histoire d'ouvrir un petit peu le débat, voilà. Juste histoire d'apporter un peu plus d'informations. Voilà, donc, allez, on y va direct, on rentre dans le vif du sujet. Par rapport à cette mise en place de ce vaccin ARN, en fait, aucun test légal n'a été réellement validé. Quand on parle de vaccin et de thérapie génie, voilà, je vous renvoie vers ma première vidéo. On n'est pas sur du vaccin, là, on est vraiment sur de la thérapie génie, c'est-à-dire que à partir du moment où on modifie le génome, on apporte une transformation, on apporte un élément qui transforme et qui stimule l'ADN à faire quelque chose qui ne lui est pas naturel, qu'elle n'a pas décidé à l'origine. On le fait par l'injection d'un produit extérieur, voilà, c'est vraiment la main de l'homme qui vient stimuler cette stimulation au niveau de l'ADN. Là, en fait, on parle de thérapie génie, on n'est plus sur du vaccin. C'est qu'en fait, dans cette différence entre la vaccination et la thérapie génique, en fait, c'est qu'aucun test légal n'a été validé pour faire office de thérapie génique. Pourquoi ? Parce que quand on fait de la thérapie génique, on rentre dans quelque chose de très strict, de très structuré. Il y a des protocoles hyper suivis à passer, il y a des étapes à passer. Et en fait, Alexandra le dit clairement, Alexandra Henrion-Cole le dit clairement, qu'au niveau de l'ARN, ils n'ont jamais passé la phase 2 des validations des étapes, en fait, au niveau des étapes. Donc, ils ne peuvent pas appeler ça de la thérapie génique. Donc du coup, ils ont appelé ça un vaccin. Parce que le fait d'appeler ça un vaccin, ça leur permet de ne pas avoir à devoir passer par toutes ces étapes protocolaires au niveau des laboratoires, au niveau scientifique purement, au niveau des protocoles. Donc du coup, ils ont appelé ça un vaccin. Sauf que, voilà, on continue un petit peu plus d'approfondir le truc, c'est que voilà, un vaccin, il faut environ 10 ans pour le mettre en place, pour avoir une autorisation de mise sur le marché, il faut faire des tests, etc. Donc c'est d'autres phases, c'est d'autres étapes, mais voilà, c'est pas en 3 mois qu'on pond un vaccin. Ici, Moderna a mis moins de 3 mois, je crois que Moderna a dû mettre 2 mois, Pfizer à peu près la même chose. Donc voilà, donc ce premier point important, c'est qu'aucun test n'a validé réellement la mise en place, la mise en vente, la mise sur le marché de cette injection. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, deuxième point. L'ARN injecté arrive en quantité énorme et en fait l'ARN injecté, il est optimisé pour que la cellule en fasse une priorité parce qu'il arrive en grande quantité, en très grande quantité. Donc en fait, l'encodage s'active comme une photocopieuse à fabriquer toujours la même chose, donc cette fameuse protéine spike, à grande échelle. Et le point important sur lequel j'aimerais insister, c'est que on nous fait croire. Voilà, moi j'ai vu plusieurs vidéos, il y a plusieurs vidéos qui circulent de plusieurs personnes haut placées sur les plateaux télé. Ces personnes-là vont vous dire clairement, droit dans les yeux, non, la protéine spike ne se balade pas, elle reste sur l'ARN et la protéine spike restent sur leur siège d'injection, l'ARN reste sur son siège d'injection, il ne se balade pas à l'extérieur de cette zone d'injection, et il reste actif quelques heures. Ok. Bon, eh bien, certains scientifiques ont fait leurs recherches, eh bien, il s'avère que c'est totalement faux. De la protéine spike a été retrouvée, je crois aussi, oui, de l'ARN messager a été retrouvé à d'autres endroits du corps, y compris dans le cerveau. Alors là, c'est une autre histoire, parce que cela veut dire que ça passe la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique étant la protection la plus importante du corps, qui protège toutes les fonctions neurologiques à l'intérieur de la boîte crânienne, le système nerveux central, etc. Ce qui veut dire que si vraiment ça passe la barrière hémato-encéphalique,
ça veut dire que ça peut atteindre voilà, toutes les fonctions cérébrales, toutes les fonctions qui sont au cœur du cerveau. Donc là, c'est autre chose, c'est un autre problème. En fait, cette chose-là a été retrouvée, bien sûr, plusieurs mois, voire plusieurs années, il me semble, 1 an et demi, 2 ans, après injection. Voilà. 4e point, nous sommes faits d'ADN et d'ARN. Alors, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que notre corps est vraiment constitué de ce capital génétique, génomique, où on est constitué essentiellement de protéines, et on est constitué essentiellement, puisque chacune de nos cellules est composée d'ADN et d'ARN, bien sûr, parce que l'ARN, première vidéo, fait partie de nous, hein, le processus de l'ARN a lieu en permanence à l'intérieur du corps. C'est tout à fait naturel, c'est un processus naturel. Donc nous sommes faits d'ADN et d'ARN. Donc la question que je soulève en fait, c'est que si on injecte un ARN dans un corps, voilà, sans passer par les barrières immunitaires naturelles, en passant directement dans le milieu interne par une injection à l'intérieur des cellules, à l'intérieur du sang en fait, dans les dermes, ça soulèverait la question que si on injecte cet ARN-là, automatiquement il va rentrer en contact avec notre ADN, puisque c'est là qu'il agit. Il n'agit pas ailleurs, il va agir sur l'ADN. L'ARN a cette mission-là d'agir sur l'ADN. Donc automatiquement, je veux dire, c'est complètement contradictoire de dire que ça ne rentre pas dans notre noyau, puisque ça aussi, ils l'ont bien dit et redit sur les plateaux télé, que l'ARN messager ne rentre pas dans le noyau. Voilà, il y a encore une vidéo, j'en ai vu il n'y a pas longtemps, qui circule, qui vient de l'INSERM, une super belle vidéo faite en 3D, où la voix dit clairement, non, l'injection, l'ARN injecté, ne rentre pas dans le noyau. C'est totalement faux, puisque l'ARN, pour qu'il agisse, il doit rentrer dans le noyau pour agir sur l'ADN. C'est complètement contradictoire. Et en plus, c'est de l'ARN. Donc, qu'est-ce que l'injection ARN viendrait foutre dans le sang s'il n'entrait pas en contact avec ce... C'est comme si vous injectez une clé qui cherche sa serrure. La serrure, c'est l'ADN. C'est le noyau, c'est la mitochondrie en fait, c'est le noyau de la cellule. On injecte une clé, on injecte l'ARN qui est la clé elle va chercher la serrure. La serrure, il n'y en a pas 50. Il n'y en a qu'une, c'est celle qui est au milieu, au centre de la cellule. Et c'est surtout que voilà, on n'a aucun recul. On n'a aucun recul, donc ça c'est le 5e point. Nous n'avons aujourd'hui pas suffisamment de recul pour savoir, pour connaître tous les effets cocktails entre cette injection-là, ces injections-là, et d'autres éventuelles injections suite à des vaccins antérieurs que vous auriez fait par exemple, ou d'autres vaccins que vous allez faire, ou alors à des traitements médicaux que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait pendant des années. Tous ces effets cocktails cumulés, on n'a pas de recul là-dessus. Et ça, c'est un gros problème parce que, par exemple, on nous dit que, par exemple, pour l'aluminium, je pense à l'aluminium parce que c'est un métaux lourd, voilà, on parle beaucoup en ce moment, un métaux lourd qui fait partie intégrante de beaucoup de traitements médicaux, qui est présent dans beaucoup de traitements médicaux, qui est présent dans beaucoup de vaccins aussi. Il y a un seuil de tolérance par rapport à l'organisme. L'organisme, nous avons un seuil de tolérance à pas dépasser. Donc voilà, dans chaque vaccin, logiquement, ce seuil de tolérance, cette quantité est respectée. Mais, ce que je veux dire, c'est que quand vous faites plusieurs vaccins sur 2, 3, 4 ans, et que vous avez des traitements médicaux, et que ci, et que là, et que vous consommez de l'aluminium dans votre hygiène de vie, dans l'eau, dans les poissons, etc., et ben il y a des effets cocktails, il y a une accumulation qui se crée. Et ben cette accumulation, c'est pas parce qu'on la voit pas qu'elle n'est pas réelle. Cette accumulation, il faut que le corps il puisse la gérer. Donc voilà, qu'en est-il des effets cocktails? Et ça, on peut pas le savoir. Donc ça, c'est une chose, les effets cocktails, et aussi, je dirais, par rapport à l'hygiène de vie globale de la personne. Une personne qui se fait injecter, donc on va le voir tout à l'heure en fonction des lots des vaccins, une personne qui se fait injecter et qui a déjà un terrain au niveau de sa santé qui est déjà bien affaibli, bah, automatiquement, il va y avoir plus de risques pour qu'il y ait plus de symptômes. Pourquoi? Parce que le corps aura moins d'outils, sera moins outillé pour pouvoir lutter contre l'excès de cette protéine spike, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, si vous comprenez, c'est complètement logique. Plus la personne va être forte sur le plan de la santé, sur le plan physiologique, et plus ce sera facile pour elle de pouvoir lutter contre ce qu'elle a reçu comme injection. Sans parler des effets cocktails, bien sûr. Voilà, en 6e point, alors là, c'est intéressant ce sujet, c'est que là, je vais vous donner quelques éléments concernant eh bien, les lois, les droits
Et qu'est-ce qui ferait que nous serions en capacité de refuser ce genre de choses? Qu'est-ce qui fait que, là encore une fois, il y a fraude parce que les gouvernements, les lobbies pharmaceutiques, les labos ont tout fait pour foutre les gens dans la peur et puis nous obliger à aller courir à se faire vacciner? Et bien tout simplement parce que ils n'ont pas expliqué et informé correctement les personnes pour qu'elles puissent faire un choix libre et éclairé. Un choix libre et éclairé, c'est quoi? C'est tout simplement que lorsque vous allez voir un praticien de santé qui vous inocule un produit chimique fabriqué par je ne sais qui, des personnes que vous ne connaissez même pas, que vous n'avez jamais vues, qui vous injecte un truc dans votre derme et dans votre génome, ces personnes-là, vous leur faites confiance, mais ces personnes-là, est-ce qu'elles vous ont réellement expliqué des potentiels risques? Elles vous ont dit qu'il n'y avait pas de risque, elles vous ont dit que c'était très efficace, et les personnes ont cru, ont pris comme argent comptant un discours comme ça. Voilà, enfin... Moi, j'ai toujours eu une certaine méfiance par rapport à ce genre de choses, parce que je connais mon corps, je fais confiance au vivant, voilà, je soutiens le vivant, et je suis pour la santé et pas pour la maladie, ça aussi c'est deux choses différentes. Mais bon, voilà, je vais avancer un petit peu, je vais vous donner quelques informations. Par exemple, si je me rends à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, alors je vais pas tous vous les faire, hein, parce qu'il y en a, hein, je vais vous donner les codes, vous irez les voir par vous-même, mais je peux vous en donner quelques-uns. Alors celui-là, est-ce qu'il est intéressant? Oui, donc l'obligation vaccinale est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Le 9 juillet 2002, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que la vaccination obligatoire en tant que traitement médical non volontaire constituait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, garantie par l'article 8 de la Convention européenne. Ok, ça c'est le premier, hein, et comme ça je peux vous en citer à l'appel. Pourquoi? Parce que les gens font confiance, on est trop gentil, on fait confiance, alors du coup, on va pas chercher par nous-mêmes. Puisqu'ils l'ont dit à la télé, c'est que ça doit être vrai, ça doit être bon. Veulent-ils réellement du bon pour nous? C'est la question qu'on se pose. Allez, je vous en donne un autre. Je vous donne des codes, je vous donne les articles, et je vais pas tous les lire. Il y a l'article 8 de la Convention européenne aussi. Ensuite, il y a le Code civil, article 94 653, et l'article R4127-36. Là aussi, on a des choses qui sont intéressantes. Allez, on y va sur l'article 41, 27, 36. Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Donc, ok, jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Ok, donc l'informer des conséquences de refuser de se faire vacciner, c'est beaucoup plus facile. Par contre, l'informer des conséquences s'il se fait vacciner, là, il y a un gros vide. Il y a un vide sanitaire. Non, en fait, je vais continuer. Vous allez voir qu'il y en a un autre qui arrive derrière qui est sympa. Toute obligation vaccinale est contraire aux arrêts de la Cour du 25 février du 10 octobre 97, qui explique que les praticiens doivent être en mesure de prouver qu'ils ont fourni aux patients une information loyale, claire, approfondie et exhaustive. Là, si c'est pas complet, ça, au moins sur les risques majeurs et la plus complète possible sur les risques plus légers. Ok, ça fait beaucoup? Est-ce qu'on est dedans? Je crois pas. Cette information a pour but de permettre aux patients de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés. Alors voilà, c'est toujours cette fameuse balance bénéfice-risque. Ok, est-ce que je vous donne un flingue? Vous jouez à la roulette russe, est-ce que vous appuyez réellement? Bénéfice-risque. Voilà, vous avez fait un pari, vous voulez gagner 50 000 euros. Est-ce que vous tirez? Non, vous n'êtes pas si bête. On n'est pas si bête. Par contre, là, voilà, comme c'est les hautes autorités qui nous disent « Allez-y, allez-y, faites confiance, il n'y a pas de souci avec ça. » On fonce tête baissée, parce qu'on nous plonge dans la peur, tout simplement. Donc là, en fait, c'est un petit peu plus délicat parce que, voilà, il y a toutes ces personnes à qui on impose la vaccination pour aller travailler, hein, je pense au personnel de santé dans les hôpitaux. Donc là, c'est un peu plus complexe.
Là, ça nécessiterait qu'il y ait des rassemblements vraiment, vraiment importants, que tout le monde s'unisse, en fait. Le plus important, voilà, c'est ça, c'est de faire l'unité, en fait. Même s'il y en a qui ne comprennent pas ceux qui refusent, on s'en fout. Il faut que chacun respecte le choix de l'autre. Il faut que chacun, dans son camp, soit ouvert au fait que l'autre a envie ou que l'autre n'a pas envie. Il faut respecter les choix de chacun. C'est ça le plus important. Et une fois qu'on a compris ça, le oui ou le non, on s'en fout complètement. Il faut s'unir. Parce que le problème, il vient d'où? Il vient pas des discords qu'il y a entre les salariés, entre ceux qui bossent et ceux qui se saignent pour vraiment pour le bien-être de la population, des gens. Non, il vient de là-haut en fait. Donc il faut s'unir pour essayer pour pas se laisser faire en fait, pour ne pas se laisser bouffer tout simplement. Et que ceux qui veulent aller se faire vacciner, il n'y a aucun problème, allez-y. Par contre, ceux qui veulent pas, il faut respecter ce choix-là. Voilà. C'est quelque chose de tout à fait honorable. Tous les choix sont respectables. Ensuite, on a quoi? Enfin, l'obligation vaccinale ne peut pas remettre en cause la scolarisation des enfants, car depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, l'instruction est obligatoire pour tous les enfants et l'école doit les accueillir, qu'ils soient vaccinés ou non. Alors là, on ouvre encore quelque chose de très important, on ouvre encore une brèche. Dès comme ça, je peux vous en sortir plein. Voilà, il suffit d'aller voir un petit peu par vous-même. Là, franchement, je pourrais y passer 1 heure, mais voilà, je sais que c'est pas le but de la vidéo. Déjà, je vous mets sur le fil. Ok, bon, voilà, on a de quoi se défendre et ils ont pris les passe-droits sans demander l'avis à personne. Et nous sommes dans nos droits de ne pas vouloir et de pouvoir dire non, tout simplement. Voilà. Ensuite, allez, 7e point. Je vais vous donner 2 points sur lesquels les autorités nous mettent dans le doute. Et ça, pour moi, c'est pas... en fait, pour moi, c'est bien volontaire. Hein. C'est pas quelque chose de fait au hasard. Un coup, ils vous disent que c'est efficace. Un coup, on nous dit que peut-être il y aurait éventuellement des conséquences et on ne sait pas trop. Voilà. C'est ça qui est pas net, en fait. Quand vous avez des chefs de labo qui nous sortent des choses pareilles, je veux dire, les gars, vous êtes des scientifiques ou pas, là? C'est pas ça, la science. C'est pas ça, la science. Là, on n'est plus dans la science. On est dans autre chose. Allez, la Haute Autorité de Santé nous balance sur leur site officiel. Faible efficacité de la vaccination contre l'infection et la transmission. Donc, voilà, chers amis vaccinés, je vous donne une phrase qui vient des hautes autorités de santé, comme quoi, ce que vous avez bien voulu, vous protéger, malheureusement, vous ne protégez pas du tout, ni vous-même de l'infection, ni les autres de la transmission. Voilà, ça c'est dit. C'est pas moi qui le dis, hein. Ensuite, un autre discours avoué de l'Académie de médecine. Donc là, c'est aussi, voilà, on est pareil, on est là-haut, on est sur le gratin. Les tests, ah oui, les fameux tests. Les tests nasopharyngés ne sont pas sans danger. Point final. Voilà, on s'arrête là. Hop, on balance un petit truc comme ça, et démerdez-vous avec ça. C'est pas moi qui le dis. Donc, Alexandra Orion-Côte, qui a beaucoup travaillé dessus, voilà, elle le dit clairement, tout comme Astrid, tout comme le professeur Yim, tous, ils sont tous ok là-dessus. Les tests salivaires sont beaucoup, beaucoup plus efficaces. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on nous balance des trucs derrière le nez? Ça va loin. C'est le cas de le dire. Alors ensuite, 9e point. Qu'en est-il de la transmission sexuelle entre les vaccinés et les non-vaccinés? Voilà, ça aussi c'est une question qui est très importante. On sait que, d'après beaucoup de scientifiques qui travaillent sur la génétique depuis très longtemps, on sait que les maladies sexuellement transmissibles souvent sont des virus, des souches virales, des choses comme ça. Les fluides corporels sont des vecteurs. Ils sont des vecteurs. Les spermatozoïdes, les fluides corporels chez la femme, vaginale, la salive peut-être dans une moindre mesure, mais quand bien même, paraîtrait-il d'après les recherches de scientifiques indépendants, par la salive, ça se transmet aussi. Mais voilà, par les fluides corporels, apparemment, c'est clair et net. Il y a une transmission par les fluides corporels. Et ensuite, je vais vous donner en 10e point, on arrive sur le 10e point, qui est très important aussi, c'est les fameux lots de vaccins. Voilà, je vous avais dit que je vous donnerais les différents lots de vaccins. Donc, prenez de quoi noter. Vous avez reçu un vaccin, ou 2 ou 3.
Alors moi, je trouve que c'est une aberration de ne pas avoir aucune trace. Moi, j'ai des personnes qui sont venues en consultation. Est-ce que vous avez une trace du lot du vaccin? Est-ce que vous avez une étiquette, un truc? Non, j'ai rien, pas de papier, rien du tout. Bon, ok. Comment est-ce que vous pouvez recevoir un vaccin sans avoir une trace? Bah, c'est un truc que je comprends pas. Alors peut-être que... Est-ce qu'il y a une trace numérique sans que vous le sachiez? Je ne sais pas, j'en sais rien. Mais là, c'est pareil, il y a un vide, je comprends pas pourquoi. Même moi qui vais me faire un acte médical aussi important, bah, je veux une trace, quoi, quand même. Je veux savoir ce que j'ai eu, hein, ce que j'ai... Pas ce que j'ai acheté, du moins, ce qu'on m'a offert, voilà, ce beau cadeau. Alors, en fait, il y a eu 3 lots principaux au niveau des vaccins, qui n'avaient pas tous les mêmes contenants, pas du tout. Donc ça, c'est pareil, ce sont des fichiers qui sont sortis, qui ont vu le jour il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui lâchent les vérités, il y en a qui se rendent compte que y a eu des choses de mal faites là-dedans, là. Donc du coup, si vous voulez aller chercher par vous-même, il n'y a aucun souci. On se retrouve avec 3 lots principaux, et chaque marque, que ce soit Moderna, Pfizer, ce que vous voulez, chaque marque a des numéros de lots différents. Mais dans ces numéros de lots, ils ont 3 lots différents aussi. Parce que voilà, ils étaient tous bien d'accord, ils s'étaient très bien concertés à la base sur la répartition des différents lots, puisque forcément ceux qui se sont fait vacciner au gouvernement n'avaient pas du tout les mêmes numéros de lots que certaines régions de France. Voilà, sans rentrer trop dans le détail. Les différents lots ont été dispatchés volontairement en fonction de certaines régions de France. Et voilà, tous ceux qui devaient être protégés des éventuels symptômes ou conséquences ont reçu des numéros de lot placebo. Donc, premier lot, de 20A à 20F, donc en fait il y a un numéro de série, une petite ligne de code à chiffres et une lettre à la fin. Donc, vous prenez les derniers chiffres avec la dernière lettre que je vous donne, 20A à 20F, placebo. On est sur des lots de vaccins placebo. Donc là, apparemment, d'après ce qu'on nous explique avec ces numéros de lots, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez reçu un placebo, c'est-à-dire que vous avez pas de nanoparticules, vous n'avez pas d'ARN, vous n'avez pas... alors, le graphène, ça c'est autre chose. Le graphène n'était pas dans les vaccins, le graphène n'est pas dans les vaccins. Le graphène, c'est dans les diluants. C'est pour ça que ceux qui ont cherché du graphène dans les vaccins n'ont rien trouvé. Il faut les voir dans les diluants. Alors, le graphène a des effets différents. Alors ensuite, on a deuxième lot, 21K à 21X. Là, on est sur des effets modérés. Alors, je vous donne les effets modérés. Hein, on n'a pas tous la même notion des effets modérés. Myocardite, très modéré comme effet. Problème neuromusculaire, caillot. Alors, qui dit caillot dit coagulation. Alors, moi, je peux vous en donner d'autres. D'après mon expérience, mon retour, d'après ce que je vois, parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent en consultation, et moi, ça fait partie de mon anamnèse. Quand j'ai une personne qui vient me voir, j'ai un bilan qui dure 1h30, et oui, dans le bilan, je pose la question, est-ce qu'il y a eu des injections Covid? Et c'est pas pour créer une causalité, c'est pas pour chercher une cause. C'est pour créer une corrélation, c'est pour essayer de voir un petit peu, de remettre les puzzles dans le bon sens, pour voir s'il y a une corrélation dans la chronologie avec les symptômes de la personne, etc. Et moi, ça peut m'aider, ça peut me guider pour détoxifier la personne le plus rapidement possible, si je me rends compte qu'en effet, il y a des gros symptômes, et qu'on est peut-être sur un lot 2 ou lot 3. Voilà. Donc voilà, moi, ça me guide simplement. C'est juste un guide. C'est juste pour m'aiguiller, mais j'en fais pas un focus. Bref, parce qu'il y a d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Donc moi, d'après mon retour, j'ai d'autres symptômes. J'ai beaucoup de problèmes de maladies auto-immunes, des lupus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des scléroses en plaques, on a des fibromyalgies, la polyarthrite, bien sûr, des polyarthrites, voilà, tout ce qui est maladie auto-immune, des problèmes digestifs, on a des problèmes sur la sphère génitale chez les femmes, problèmes de cycle menstruel, des règles abondantes, l'absence de règles, les problèmes de fertilité, donc qui nous emmènent vers des FIV, etc., sans arrêt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Problèmes neuro, un petit peu aussi, oui, troubles de mémoire, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, problème pneumo. Donc quand je dis caillot, en fait, caillot, c'est tout ce qui est coagulation, et là, on rentre dans les problèmes de pneumopathologie, de problèmes, tout ce qui est lié à la sphère pulmonaire. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, des douleurs chroniques, ouais, des problèmes hépatiques aussi, des problèmes de
cholestérol qui se met à faire le yo-yo, des problèmes de tension, il y a vraiment de tout. Donc là, on est sur du modéré. Et ensuite, on a le troisième lot. Troisième lot, 22R à 22Z. Là, ce sont des effets beaucoup plus graves, AVC, arrêt cardiaque, lésions cérébrales, taux de mortalité qui passe la barre des 8000% en plus. Voilà. Donc là, c'est pas rien. Ce que je vous donne, c'est pas moi qui l'invente. Voilà, ce sont des données quand même assez importantes, je pense, et qui, je pense, ce serait pas mal de faire circuler, de partager. Voilà, alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et dans une troisième vidéo, là, je vais vous apporter un peu plus de solutions. C'est-à-dire que on peut faire des choses. Il y a des choses à faire. On peut, si on a été vacciné ou si on est avec quelqu'un qui est vacciné et qu'on a peur d'être contaminé ou quoi, bien sûr qu'il est tout à fait possible d'améliorer les choses, de changer les choses, mais il n'y aura pas de pilule miracle. On n'est pas au pays des bisounours, la pilule miracle n'existe pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre hygiène de vie va impacter votre état inflammatoire. Et c'est votre état inflammatoire à l'intérieur, c'est le milieu de votre terrain, l'équilibre des différents milieux à l'intérieur de votre corps, c'est l'homéostasie générale, qui va être, je dirais, l'élément sur lequel vous allez pouvoir jouer afin que votre corps ait les outils nécessaires pour pouvoir se libérer, se protéger et lutter contre, contre la protéine spike, contre les nanoparticules qu'on vous injecte, contre les mauvais effets du graphène, etc. Alors pour en revenir sur le graphène, quels sont les symptômes du graphène? Le professeur Yim en parle très bien, j'ai vraiment adoré son ouvrage, il a fait un super bouquin là-dessus. Alors les effets du graphène, ce sont des micro-fissures, parce que le graphène c'est à peu près quelque chose de différent, un peu différent de la mine de graphite. C'est du carbone en fait, mais pas tout à fait avec la même structure chimique. En fait, le graphène crée des micro-fissures sur les artères qui créent des micro-saignements. Voilà. Donc voilà pour ça. Et donc voilà, je vous donnerai des solutions concrètes dans la troisième vidéo. Mais pour ça, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez partager et n'hésitez pas à poser vos questions parce que je sais que vous en avez mais vous osez pas. Je risque aussi la censure sur ce genre de vidéos, ça c'est clair, parce que Facebook, Meta, le groupe Meta censure de plus en plus, et là encore plus à partir de septembre. Donc essayez, voilà, vous pouvez essayer de partager un maximum et puis poser vos questions, il n'y a aucun souci, ou sinon vous me contactez, Santé Résilience. Muriel Pereira, vous me trouverez, j'ai un site internet sur Google. Vous trouvez mon site sur Google ou sur n'importe quel autre moteur de recherche d'ailleurs. Voilà, et je vous dis à bientôt, je vous remercie pour m'avoir écouté. Ciao, bye.